est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qu'on soit une entreprise, un territoire ou un acteur d'une filière. Donc, ce webinaire va vous donner des clés. Juste quelques notions, deux petites notions pour vous demander tous de bien respecter le fait d'éteindre vos micros et vos caméras, bien entendu, par les intervenants, et de ne pas hésiter à utiliser le chat qui est ici pour vos questions, vos observations, vos remarques. Nous allons animer ce webinaire avec Faya Assi, donc nous serons nous derrière le chat, on vous posera quelques petites questions, on fera remplir des sondages. Donc voilà, c'était quelques règles de sujet et sachez que nous enregistrons aussi ce webinaire pour pouvoir capitaliser dessus et éventuellement le passer en replay. Alors, avant de passer évidemment la parole à Françoise Coutan, juste quelques mots et pour vous remercier d'ores et déjà. Donc, évidemment, sous l'impulsion de Françoise Coutan pour le Conseil régional, la mobilisation aussi de l'équipe Conseil régional qui s'occupe de ces sujets hydrogène. Remercier aussi les intervenants de l'ADEME qui vont nous présenter les dispositifs nationaux et évidemment Faya et moi en animation. De quoi va-t-on parler aujourd'hui après l'intervention de Françoise Coutan? On va présenter la feuille de route hydrogène. On va parler beaucoup de dispositifs. On va vous présenter quelques dispositifs et puis des sujets autour de l'animation. Donc, ce sujet de l'hydrogène, avant de passer la parole à Françoise Coutan, il intéresse beaucoup de monde parce qu'il est un vecteur énergétique qui permet de desservir aussi beaucoup d'usages. Il y a aussi il y a une stratégie européenne qui fait de ce vecteur hydrogène aujourd'hui un des piliers des programmes européens. Et on a vu évidemment que la France aussi, par ses plans de relance, avait fait de l'hydrogène un de ses piliers. Mais comme je vous le disais, la région Nouvelle-Aquitaine a largement traité ce sujet depuis très longtemps. Et donc, Françoise Coutan, je vous passe la parole évidemment pour introduire ce webinaire et puis poser le cadre de l'hydrogène en région Nouvelle-Aquitaine. Et merci Françoise de votre présence. Merci Laurent, bonjour à toutes et tous, et puis merci à Laurent, et merci aussi à toute l'équipe d'ADI, les services de la région qui sont impliqués sur ces questions-là depuis maintenant un certain temps, puisque je crois que très vite, en début de mandat, nous avons souhaité aborder cette question de l'hydrogène et penser à la structuration d'une filière en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était aussi un des objets de ce cluster énergie et stockage. Plus largement que ça, je crois que la région est très impliquée, enfin en tout cas, je m'y emploie, sur les questions de transition énergétique et climatique. La priorité est bien entendu la diminution des consommations d'énergie, et j'aime quand même le rappeler, mais il n'empêche qu'on consommera toujours un petit peu d'énergie et autant qu'elle soit renouvelable. Et nous avons, via la feuille de route Néoterra, posé des ambitions importantes en termes de déploiement des énergies renouvelables. Alors, un certain nombre sont aujourd'hui matures, d'autres nécessitent d'acquérir une maturité supplémentaire. C'est aussi le cas de l'hydrogène, et donc la région devait se lancer dans une finalisation, je dirais, de cette feuille de route, et c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an, je vous avais interpellé les uns et les autres au niveau du cluster pour qu'on structure les choses via cette feuille de route que nous avons adoptée le 5 octobre 2020, donc un travail qui a été intéressant de votre part parce qu'il partait vraiment des besoins et des usages. Je crois que ce soit pour l'hydrogène ou pour les autres énergies renouvelables ou pour bien d'autres sujets, l'intérêt et l'important est de partir des usages des territoires, de leurs usages et de leurs besoins. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. J'espère que nous réussirons également dans le déploiement des objectifs de cette feuille de route. Rappelez, j'ai parlé de Néoterra, mais rappelez quand même que tout cela est conforme et entre dans le cadre d'une planification régionale plus large. Je pense évidemment au SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mais on peut aussi citer le SRDE2I qui prend sa part dans ces questions-là. Et puis la feuille de route Néoterra avec deux ambitions qui sont importantes à mon sens, notamment en termes de transition énergétique, c'est la question de la mobilité propre, et la feuille de route hydrogène répond à ce volet-là.
Et puis la question du mix énergétique, bon, il ne s'agit pas de faire du tout hydrogène, hein, je ne veux pas ni inquiéter ni rassurer en disant ça, mais il faut quand même être lucide. Il s'agit d'entrer dans un mix énergétique renouvelable et de l'amener à maturité le plus rapidement possible, bien évidemment. Donc cette feuille de route vous sera présentée tout à l'heure. Elle comprend 4 axes, 8 fiches actions et un certain nombre d'actions sont déjà mises en place et un certain nombre vont voir le jour dès 2021. Cette feuille de route 2020-2030 colle aussi complètement avec ce que vous avez rappelé, Laurent, les objectifs nationaux. Donc, on a ces 7 milliards d'euros qui ont été promis sur les questions d'hydrogène, mais on a aussi un calendrier qui est cohérent avec le calendrier de la région, et c'est tant mieux. Et puis, penser également plus largement au cadre européen pour construire quelque chose qui soit à la fois opérationnel, mais aussi se nourrir d'expériences d'autres régions françaises et européennes pour avancer le mieux possible, le plus efficacement possible et aussi de manière vertueuse, parce que ce n'est pas encore sorti de ma bouche, mais je rappelle un point sur lequel j'ai largement insisté, c'est que bien sûr, notre feuille de route veut déployer de l'hydrogène en région Nouvelle-Aquitaine, mais de l'hydrogène vert ou fatal. Il n'est pas question, évidemment, d'aller vers de l'hydrogène fossile, ce qui est encore le cas dans un certain nombre de régions. Donc, vous évoquerez également la première action qui a été lancée via un appel à projet que nous avons adopté en commission permanente le 16 novembre dernier, un appel à projet hub de mobilité H2 routière et maritime. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'appel à projet, vous l'expliquerez tout à l'heure. Simplement expliquer que l'important, c'est de produire de l'hydrogène, mais c'est aussi de développer toute la chaîne de valeur, de structurer cette filière, et là encore de manière la plus vertueuse possible, en pensant à l'ensemble des étapes nécessaires. Comment on construit, qu'est-ce qu'on construit, avec quoi. Il y a la question des stations d'avitaillement, évidemment, la question du maillage du territoire. Tout cela doit être pris en compte et je pense que vous l'expliquerez très bien dans vos interventions futures concernant la feuille de route. Et je tiens à rappeler que nous envisageons ça avec une approche systémique, transversale, c'est-à-dire que déployer telle ou telle énergie renouvelable ne doit pas impacter d'autres secteurs, et je pense notamment aux questions environnementales. Donc, travailler aussi à l'analyse complète du cycle de vie en termes de production, que ce soit de l'énergie, de l'hydrogène, mais aussi de toutes les infrastructures qui vont bien avec. Voilà, je voulais rappeler ces quelques éléments-là, et puis je vais écouter attentivement maintenant ce que vous allez dire les uns et les autres. Merci. Merci beaucoup, Françoise, pour votre introduction et ce cadre régional très fort donc, pour mettre une impulsion et donner les grandes lignes de comment les sujets doivent être développés dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Du coup, dans la continuité de votre intervention, on va passer la parole à donc, Gérard Majeski qui va, donc Gérard, justement détailler la feuille de route régionale dont vous avez parlé, Madame Coutan, juste à présent. Donc Gérard, je vais t'inviter à allumer ta caméra et ton micro et Faya va passer des slides. Donc c'est fait. Merci Laurent. Donc j'allumais la caméra, le micro. Donc on peut faire passer effectivement le PowerPoint. Voilà. Le temps de le charger, il arrive. Ouais, c'est ça. Petit souci technique qui va être réglé. Faya, tu peux peut-être charger le diaporama. Normalement, c'est en cours. C'est en cours. Mais pas trop lourd pourtant. Normalement, vous devez l'avoir à l'écran. Enfin, en tout cas, non, pas encore.
On est en direct, hein, Eh oui, les aléas du direct. C'est clair. C'est ça. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'effectivement, Françoise Coutan, et on la remercie, donc, a déjà présenté les grandes lignes de la préparation de la feuille de route, son historique, ses objectifs. Donc c'est vrai que tout à l'heure, donc on ne prendra pas trop de temps pour entrer dans le détail. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, c'est un travail qui a été fait de manière complètement collective, partenariale, une préparation par le biais d'un bootcamp qui s'est tenu au mois de février. Putain, mais... ouais, enfin, moi, je sais pas, je le... Ah, on voit apparaître quelque chose là. Voilà, normalement, ça devrait être résolu. Ouais. Gérard, on te laisse la main. Excusez-nous pour le souci technique. Non, mais merci Laurent Afaya. Donc effectivement, comme je disais, Françoise Coutan, on le remercie, donc a déjà bien présenté en fait l'objectif de cette feuille de route. Pourquoi cette feuille de route? On peut rappeler que et Françoise Coutan l'a dit, l'hydrogène c'est une filière pour l'instant qui est encore émergente, qui n'est pas encore mature comme d'autres. Et depuis les 3 ans que l'on travaille sur cette filière, effectivement, on s'est aperçu année après année que cette filière devient de plus en plus importante et stratégique au plan national, européen et régional. Voilà. C'est ce qui justifie effectivement le fait d'avoir travaillé de manière partenariale et collective sur cette feuille de route. Alors, l'objectif, donc, vous l'avez devant les yeux, c'est effectivement de travailler sur la structuration et le développement donc, de cette filière industrielle sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et avec une offre qui s'adresse à l'ensemble des usages de l'hydrogène vert et fatal. Voilà. Merci Faya. Voilà. Oui, on peut revenir. Alors, les enjeux, là aussi, Françoise Coutan a rappelé le cadre en fait d'intervention et de positionnement de cette feuille de route. Donc, on va juste vous rappeler qu'effectivement, on a utilisé les grands cadres donc, de la région qui sont le STRADET, le programme régional forêt-bois. Pourquoi? Pour l'utilisation de la biomasse. Alors, le SRDE2I, schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, qui est notamment le programme stratégique de notre pôle de développement économique et environnemental. Et bien entendu, la feuille de route régionale Néoterra qui a été votée au mois de juillet 2019, dans lequel l'hydrogène est cité dans 2 ambitions. Voilà, la suivante. Merci. Alors, un rappel du potentiel de la filière régionale et de ses principaux acteurs, mais Laurent et Faya le reprendront peut-être tout à l'heure aussi dans la présentation du cluster. Donc, nous avons actuellement donc, une filière qui est encore en émergence, ça n'est pas encore une filière mature, mais c'est une filière qui se développe rapidement, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. On compte actuellement 20 entreprises industrielles qui sont donc spécialisées sur l'hydrogène, qui sont des acteurs historiques de la filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, qui sont également des grands groupes industriels nationaux qui sont représentés donc sur notre région. Et tout ça fait actuellement 200 emplois à valeur ajoutée, sachant que le nombre de ces emplois augmente chaque année, la qualification des emplois également. Et il y a de nouveaux emplois qui sont en préparation. Nous travaillons avec le réseau France Hydrogène là-dessus, sur des emplois, par exemple, de maintenance, des emplois donc, de ce qu'on pourrait appeler les futurs garagistes en fait, des véhicules et de la mobilité hydrogène. Alors, des startups assez nombreuses maintenant, à la fois sur les aspects terrestres, mais également maritimes, puisqu'on le verra tout à l'heure, donc l'hydrogène s'adresse beaucoup également à la filière maritime, donc des TPE, PME et également de nouvelles entreprises qui cherchent à se diversifier sur ce nouveau marché. Alors, nous avons la chance également d'avoir 6 laboratoires universitaires régionaux. Il y a un institut donc à Bordeaux, 2 instituts à Poitiers,
un institut sur la céramique à Limoges, une équipe de l'université de Pau et une équipe de l'université de La Rochelle. Donc ça représente là une force importante en termes de R&D qui est reconnue au niveau national et également au niveau européen, sachant que là, ce sont des équipes qui sont véritablement dédiées à l'hydrogène. Et on peut également ajouter que nous avons des acteurs nationaux du transfert de technologie avec le CEA et le CEATech. Alors, sur le plan des territoires, comme l'a indiqué également Françoise Coutan tout à l'heure, eh bien, nous avons déjà plus de 10 territoires qui sont intéressés par l'hydrogène. Plusieurs sont déjà très intégrés, ont déjà fortement intégré plutôt l'hydrogène dans leur stratégie de développement, depuis notamment l'appel d'offres ADEME en 2016. Et ces territoires sont en augmentation progressivement. Et donc, on devrait atteindre rapidement une vingtaine, 20 à 25 territoires intégrant l'hydrogène dans leur stratégie de développement. Alors, on peut ajouter également la filière maritime, puisque c'est quelque chose qui s'est développé dans notre région plus récemment. Mais nous avons maintenant 2 projets d'envergure avec le Grand Port de Bordeaux, le Port de La Rochelle et également un projet d'équipement portuaire à Bayonne. Alors, la méthodologie pour cette feuille de route, bon, je l'ai présentée très rapidement tout à l'heure. Je remercie d'ailleurs tous les acteurs qui ont participé à cette conception, à cette réflexion aussi sur la feuille de route. Beaucoup sont là aujourd'hui, je pense que quasiment tous. Donc, nous avons souhaité travailler de manière très opérationnelle et en même temps de manière créative à partir des acteurs donc, de la filière. Donc, on a réuni 30 acteurs de la filière au mois de février. Alors, on a eu la chance parce que c'était juste avant la crise de la Covid, parce que sinon, on aurait eu un peu de mal à se réunir à 30 pendant 2 jours, enfermés dans une salle de la région, ce qui a permis de travailler de manière très, très active et créative et disons, à partir de là, on a pu poser les grandes lignes de ce qui est devenu la feuille de route. Alors, on a également, juste après, bénéficié d'une consultation large auprès de 150 personnes à Angoulême, dans le cadre des étapes de l'innovation, qui ont été dédiées à l'hydrogène. Et ces étapes de l'innovation, en fait, étaient intéressantes sur le fait qu'elles ne rassemblaient pas que des spécialistes et des acteurs de la filière comme dans le bootcamp, mais également des personnes qui venaient à la découverte de la filière hydrogène. Donc sur ces 150 personnes, il y avait 40% d'industriels, des territoires, des laboratoires, des agences, etc. Alors la feuille de route en tant que telle, eh bien, il y a effectivement 4 axes stratégiques de progrès, comme l'a dit tout à l'heure Françoise Coutan. Donc les 4 axes stratégiques de progrès qui correspondent aux axes de nos grands programmes régionaux: la transition énergétique, les territoires zéro carbone, tout ce qui concerne la green tech, la recherche et développement et l'innovation, et en 4e axe, la mobilité et nouveaux usages. À partir de là, et alimenté par les travaux du bootcamp, notamment, eh bien, on a pu déterminer un plan d'action très opérationnel qui va se dérouler donc sur 10 ans, puisque cette feuille de route, on le précise, elle a donc une orientation long terme, avec des jalons en 2023 et 2025. Tout cela parce que, effectivement, les conditions de marché, ça c'est la première fiche action, ne sont pas encore complètement réunies. Donc il y a tout un travail à faire sur les conditions de marché à améliorer de telle manière que l'hydrogène en tant que tel, en tant que molécule, en tant que matériel, en tant que station, etc., deviennent compétitifs par rapport aux autres offres énergétiques. Ça, c'est la première fiche action. La deuxième fiche action, eh bien, et c'est là où l'ADI a un rôle donc majeur en termes d'animation de la filière pour faire émerger et soutenir des projets hydrogène. Et là, on a le plaisir d'avoir de plus en plus de demandes sur des projets hydrogène qui sont, et comme on le disait tout à l'heure, à la fois sur des projets terrestres, mais également de plus en plus sur des projets maritimes, portuaires et fluviaux. La troisième fiche action concerne l'appropriation par les citoyens, citoyennes et également leur implication. Alors, sur 2 points.
d'abord rassurer la population et les usagers sur ce qu'on peut appeler la dangerosité de l'hydrogène, parce qu'effectivement, dans le passé, il y a eu un certain nombre d'accidents liés à l'hydrogène. L'hydrogène n'avait pas toujours une très très bonne image, ça, il faut donc en tenir compte. Et d'autre part, pour le processus de production de l'hydrogène, comme l'a indiqué également Françoise Coutan, l'orientation principale de la feuille de route régionale, c'est de tendre à terme vers un hydrogène vert qui devienne majoritaire. Voilà, actuellement, on sait très bien que l'hydrogène vert est minoritaire, très minoritaire, mais le but du jeu, effectivement, c'est que à la fin de cette feuille de route, on puisse basculer vers un hydrogène vert majoritaire par rapport à l'hydrogène d'origine fossile. Alors, la quatrième fiche action, eh bien, ça concerne la recherche et développement avec l'innovation et également la formation. On a lié l'ensemble, donc on a parlé tout à l'heure des 6 laboratoires qui sont dans notre région et qui sont dédiés à l'hydrogène, mais également toute une action sur la formation des nouveaux métiers et également sur les transferts depuis des secteurs industriels plus matures vers un secteur en émergence comme l'hydrogène. La 5e fiche action, eh bien, ça concerne effectivement l'accompagnement d'offres industrielles viables, c'est-à-dire c'est accompagner nos entreprises offreurs de solutions vers la présentation justement d'offres qui deviennent sur le plan technologique, mais également sur le plan prix, qui puissent effectivement entrer en concurrence sur le marché avec des offres venant d'autres offreurs de solutions nationaux ou européens. Alors, la 6e fiche action concerne les territoires, donc développer les territoires, les hubs, sous la forme de hubs et d'écosystèmes locaux hydrogènes. Et là aussi, on insiste à la fois pour les territoires terrestres, mais également les territoires maritimes, et on l'espère aussi des connexions entre des écosystèmes terrestres et maritimes. La 7e fiche action concerne le développement des usages. Les principaux usages concernent la mobilité légère, mobilité lourde, l'injection dans les réseaux gaz, le transport, alors le transport qui peut être effectivement routier, aéronautique, maritime, et également les écosystèmes énergétiques. Et la 8e fiche action eh bien, concerne effectivement la production verte d'hydrogène, biosourcée et locale, dans le but, à terme, de contribuer à l'indépendance énergétique de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard. L'ensemble des champs et des sujets sont donc abordés dans cette feuille de route et donc a été, si je retiens bien ce que tu nous as présenté, co-construit avec l'ensemble des acteurs. Et donc, je pense que tu te tiens à la disposition, d'ailleurs, Gérard, de tous les participants pour détailler tout ou partie de ces fiches actions qu'on peut retrouver largement dans la feuille de route. Absolument, oui, tout à fait. On est à la disposition de tous les acteurs actuels ou futurs de la filière hydrogène. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Gérard. Alors justement, dans la continuité de cette feuille de route, régionale, Françoise Coutan en a parlé tout à l'heure. Donc un dispositif qui a été adopté très récemment par l'exécutif régional. Et donc Karine Lasbrunias, je vais te passer la parole. Donc si tu veux bien allumer ton micro et ta caméra et partager ta présentation pour présenter donc ce premier appel à projet, puisqu'on vous a dit que l'objectif de ce séminaire était aussi de vous donner une boîte à outils de dispositifs. Eh bien, on va rentrer dans le premier dispositif qu'on va vous présenter, donc l'appel à projet Hub de mobilité hydrogène routière et maritime. Karine, à toi de jouer. Très bien, merci. Merci Laurent, j'espère que c'est bon, vous le voyez? C'est bon, tu peux y aller. Eh bien, c'est bon. Alors, je me présente rapidement. Donc, Karine Lasbrunias, effectivement, j'encadre le service solutions énergétiques innovantes au sein de la direction énergie-climat à la région Nouvelle-Aquitaine et je suis basée sur le site de Limoges. Rapidement, ce service, il a pour but d'accompagner techniquement et financièrement les projets émergents, innovants dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
Et comme l'a dit précédemment Gérard, parce qu'aujourd'hui la filière hydrogène est encore une filière émergente, mais qu'on souhaite effectivement en Nouvelle-Aquitaine le passer vers un secteur, on va dire, stratégique, la région souhaite poursuivre et amplifier son soutien dans ce domaine. C'est pourquoi, d'une part, je tenais à vous dire que le service, donc Solutions énergétiques innovantes, a renforcé son équipe hydrogène avec 2 personnes maintenant sur le sujet, que sont Gilles Bertonchini et Bleuen Bertin, qui sont tous les 2 basés à Poitiers et dont vous aurez, je pense, les coordonnées en fin de webinaire. En tout cas, vous aurez la liste des interlocuteurs en fin de webinaire. Donc, ils seront présents, ils seront affichés. Et c'est pourquoi aussi, d'autre part, le service lance donc un dispositif de soutien spécifique dédié à l'hydrogène vert. Ce dispositif, comme l'a dit en mot d'introduction Françoise Coutan, effectivement, a été voté par les élus régionaux le 16 octobre dernier en commission permanente et qui est un appel à projet régional qui est intitulé Hub de mobilité hydrogène routière et maritime. Cet appel à projet qui n'est, j'ai vu déjà dans la conversation où c'est qu'on pouvait le télécharger, il va être en ligne dans les prochains jours, dans les tout prochains jours. Il ne l'est pas encore, mais en tout cas, il sera diffusable. Et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à nous contacter, on vous le diffusera, mais il sera en ligne dans les prochains jours. Cet appel à projet se veut être une édition annuelle et reconductible chaque année. Voilà, donc là, on lance une édition, c'est pour fin 2020, donc c'est plutôt pour une édition 2021, pour des premiers engagements financiers en 2021 et qui sera reconductible chaque année. Alors, si on rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet de l'appel à projet, parce que notre objectif est de s'appuyer sur les secteurs et les atouts régionaux pour lesquels nous pensons que l'hydrogène peut apporter une véritable plus-value. Cet appel à projet cherche à faciliter, comme son nom l'indique, à faciliter la mise en œuvre de hubs de mobilité hydrogène routière et maritime, intégrant forcément la production d'hydrogène vert de dimension régionale. Et puis, cet appel à projet cherche à faciliter l'émergence de projets, qu'on soit à l'échelle du démonstrateur ou qu'on soit à l'échelle de l'unité industrielle, tout simplement selon le degré de maturité de la technologie ou du projet plus globalement. Alors, c'est pourquoi l'appel à projet met l'accent prioritairement sur, premier accent, les usages et les écosystèmes maritimes. C'est vrai qu'effectivement, de par notre façade, de par notre large façade océanique et une filière maritime qui est bien développée et qui est dynamique en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment l'existence de 4 grands ports de transport de marchandises, nous pensons que l'hydrogène peut être un vecteur de verdissement du transport et de l'écosystème maritime. Ensuite, deuxième accent sur les usages en mobilité lourde, que ce soit les autocars, les bus, les poids lourds, les bennes à ordures ménagères, de par l'existence d'axes routiers régionaux importants. Et on n'a qu'à citer simplement le trafic du transport routier entre le nord de l'Europe et l'Espagne notamment. Donc on pense que ça peut effectivement favoriser le déploiement de solutions de mobilité propres et notamment la mobilité hydrogène. Et enfin, bien effectivement, l'appel à projet cible les infrastructures de production et d'avitaillement d'hydrogène vert d'envergure régionale pour répondre à ces 2 priorités d'usage. Effectivement, l'implantation. Alors, j'ai plus la main. Je ne sais plus si j'ai la main, mais on n'est pas au bon endroit. Comment ça se fait que... Alors oui, merci. Non, le deuxième, pardon. Hop, du coup, j'ai plus la main. Oui, on en est ici. Merci. Et donc, c'était le troisième. Oui, effectivement, j'ai pas dû faire dérouler, excusez-moi. Le troisième point, effectivement, c'est le troisième accent de cet appel à projet, c'est cibler des infrastructures pour répondre à ces 2 priorités d'usage que je viens d'évoquer. C'est effectivement cibler les infrastructures de production et d'avitaillement d'hydrogène vert d'envergure régionale, parce que nous pensons que l'implantation de ces grands axes routiers et de ces grands axes portuaires doit permettre d'organiser le réseau des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène selon un maillage régional cohérent. Donc là, on peut passer, si j'ai plus la main, on peut passer à la suivante. Ou j'ai la main? Non, c'est pas moi qui ai la main. Faya, on peut passer à la prochaine. Je suis désolée, j'ai plus la main. On peut passer à la prochaine slide. Ouais, merci.
Voilà, donc en fait, donc au niveau, alors pour vous parler après, non, c'est bon, on revient en arrière. Pour vous parler des cibles et des profils de projets prioritaires. Faya, il faut que tu reviennes 2 en arrière, sur les cibles et les profils de projets prioritaires. Désolée. Encore une fois. Voilà, parfait. Donc en fait, les porteurs de projets attendus par la région sont notamment les collectivités locales et puis ou leurs SEM, les ports commerciaux, mais aussi les ports fluviaux, les sociétés de transport routier de marchandises, les énergéticiens, les développeurs de secteur ou encore les sociétés de pêche, de conchéiculture ou ostréiculture. En tout cas, un panel large de porteurs de projets ciblés. Ensuite, en fonction des priorités données par l'appel à projets que je viens de vous évoquer, les projets attendus par la région sont prioritairement les écosystèmes portuaires. Alors effectivement, les écosystèmes portuaires, effectivement, autour des ports gravitent de nombreuses activités, notamment la mobilité maritime et terrestre, tout ce qui est la logistique, le fonctionnement, la logistique portuaire, mais aussi tout le fonctionnement des équipements, notamment de manutention. Donc voilà, tout cet écosystème portuaire. Ensuite, des projets de transport maritime et fluvial, que ce soit des navires de transport de marchandises, mais que ce soit aussi les navires et navettes de transport de passagers ou encore les navires de pêche, etc. Les projets, autres profils de projets prioritaires, ce sont les projets de transport routier lourd, que ce soit le transport de marchandises ou de déchets, ou encore les transports de passagers via les bus et les autocars, ou encore les flottes captives professionnelles. Et enfin, à la marge, le fret ferroviaire, où on pourrait être intéressé sur les derniers kilomètres parcourus, notamment en zone portuaire, justement dans cet écosystème portuaire que je viens de vous citer. Et bien sûr, ces projets ne peuvent pas émerger effectivement sans être associés à des projets de production et d'avitaillement d'hydrogène vert, en recherchant un maillage régional cohérent en fonction de ces différents usages. Donc, parfait. On est sur la slide maintenant sur la nature de l'hydrogène et les technologies visées. Alors, effectivement, le dispositif vise prioritairement l'hydrogène vert, la production d'hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir de ressources ou d'électricité renouvelable, mais peut également aller sur de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire effectivement produit à partir d'un mix énergétique du réseau avec des garanties d'origine renouvelable. Et enfin, au cas par cas, on peut aller sur de la récupération d'hydrogène fatal, qu'on apparente à des sous-produits d'activité industrielle, mais qui est aujourd'hui une énergie qui est actuellement perdue. Ensuite, les principales technologies de production d'hydrogène éligibles sont relativement variées, comme vous pouvez le voir, et plutôt libres de choix. On est plutôt intéressé à toute solution proposée, des solutions, pourquoi pas innovantes, envisageables, en tout cas expérimentées. Je terminerai sur la dernière slide. Faya, si tu peux passer sur la dernière, sur l'accompagnement, ce qui peut intéresser. Voilà, parfait. Donc là, la dernière slide. Vous m'entendez toujours? Parce que moi, je vous ai perdu. Oui, tu es bon. toujours là, Karine. Très bien. Bon, alors donc sur la dernière slide, c'est vous exposer effectivement les axes d'accompagnement de l'appel à projet. L'appel à projet accompagne effectivement financièrement les projets de la phase étude à la phase investissement, jusque même au suivi des performances du projet dans sa phase de fonctionnement. Alors, tout d'abord, la région encourage la réalisation d'études préalables, tout simplement pour faciliter la structuration et la mise en œuvre du projet. Il faut, c'est tout type d'études, que ça peut être des études de faisabilité technique, économique et environnementale, parce que cet aspect est très important aussi dans des projets globaux. Le taux d'aide régionale est à hauteur de 50% du coût de l'étude. Et cette étape de réalisation des études ne devra pas excéder 3 ans au maximum pour ensuite aboutir à des investissements. Ensuite, la région finance également les investissements, donc les investissements ciblés par l'appel à projet, mais portent sur l'ensemble de la chaîne de valeur finalement, de la production, la distribution et le stockage de l'hydrogène jusqu'aux usages et en priorité sur des usages de la mobilité lourde, maritime et routière. Le taux d'aide régional pourra s'élever jusqu'à 65% maximum du coût total de l'opération ou du surcoût environnemental. Tout dépend de la nature de l'équipement, de l'analyse économique qui en est faite et de la taille de l'entreprise. En tout cas, on s'appuie sur les régimes d'aide d'État.
Il sera également possible d'activer les fonds FEDER sur le prochain programme opérationnel 2021-2027, donc qui va tout juste commencer, où on aura des fonds FEDER dédiés à l'axe hydrogène. Et puis, nous ne sommes pas fermés également à activer d'autres outils financiers potentiellement mobilisables, comme la prise de participation via Terra Énergie aujourd'hui ou d'autres demain. En tout cas, je voulais terminer sur le fait que cet appel à projet vient en complément des dispositifs européens et nationaux, notamment ceux de l'ADEME, qui vont donc vous être présentés juste après. Et je voulais vous dire à ce titre que nous vous informons qu'avec la direction régionale de l'ADEME, nous travaillons actuellement à une coordination commune autour du sujet hydrogène, le but étant de trouver pour vos projets, de trouver une synergie et une complémentarité entre les aides régionales et de l'ADEME. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Karine, pour la présentation du dispositif et puis pour ce message de coordination avec les dispositifs ADEME. Juste avant de passer justement au dispositif, je propose de juste reprendre un élément pour que tu puisses le préciser, donc de questions du chat. Quid du fret ferroviaire? Est-ce que donc TER, fret ferroviaire, etc., est-ce que le dispositif régional concerne ce sujet? En fait, là où ça va nous intéresser, c'est dans les hubs, justement, les hubs portuaires. On parlait d'écosystèmes portuaires. Effectivement, c'est ce que je disais, les derniers kilomètres parcourus dans les écosystèmes portuaires, par exemple, et quand c'est dans un projet global d'activité portuaire ou sur des sites industriels, oui, ça peut être intéressant. D'accord, merci. Les conseils départementaux pourront candidater? C'est-à-dire plutôt sur le profil des candidats. Karine? Alors, sur l'appel à projet, on écarte les départements. D'accord. Par contre, sur l'aspect fonds européens, je pense qu'il sera possible d'activer des fonds européens. D'accord. Merci beaucoup, Karine, pour ce dispositif et donc pour l'annonce d'un travail en collaboration avec la délégation régionale de l'ADEME. Alors justement, l'enchaînement se fait tout naturellement. Donc, nous allons passer donc à la boîte à outils donc portée par l'ADEME, donc avec les dispositifs nationaux. Donc en complémentarité de ce parcours dans les dispositifs, on va passer la parole donc aux équipes de l'ADEME. Et donc, Thomas Ferenc, je te passe la parole pour peut-être commencer et passer et présenter un peu le cadre de l'hydrogène au niveau national avec les différents dispositifs. Bonjour à toutes et à tous et merci donc à ADI pour l'organisation de ce webinaire. Je sais pas si tout le monde m'entend bien et si tout le monde voit le support. Tout est parfait, Thomas. Et ben alors on y va. Effectivement, donc merci de nous laisser la possibilité de présenter nos appels à projets qui s'inscrivent à un horizon 2020-2023. Mais avant de rentrer dans le détail des outils, on souhaitait effectivement vous présenter et vous dire quelques mots de contexte, et notamment sur la stratégie nationale hydrogène qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance avec une vision 2020-2030, et notamment dire quelques mots sur les enjeux. Donc on retrouve à la fois des enjeux évidemment environnementaux, avec l'idée de décarboner l'industrie utilisatrice d'hydrogène fossile, mais également l'idée de décarboner la mobilité lourde spécifiquement. Et plus largement, on retrouve des enjeux économiques, avec le fait de créer une filière et un écosystème créateur d'emplois, des enjeux de souveraineté énergétique, et avec l'importance de réduire la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et enfin et surtout, un point qui est très important dans la stratégie nationale, de s'appuyer sur les atouts dont dispose la France et localiser la valeur ajoutée sur le territoire national. Donc voilà pour quelques mots de contexte. Donc les deux appels à projets que nous allons
vous présentez s'inscrivent donc sur la période, je l'ai dit, 2020-2023. Il découle des précédents appels à projets et AMI que nous avons pu piloter et qui émanaient du plan Hulot. Ces appels à projets-là bénéficient à la fois de l'aura du plan de relance, ils bénéficient aussi d'une budgétisation inscrite et planifiée à moyen terme à horizon 2023, ce qui laisse la possibilité d'envisager un développement et une réflexion de projets matures. Il y a effectivement l'aspect retombée économique sur le territoire national qui est très présent sur ces appels à projets. Donc, Clément Ackermann, collègue du siège de l'ADEME référent hydrogène, vous présentera le premier appel à projet qui s'appelle Briques technologiques et qui est fléché, lui, sur l'innovation. Et moi-même, donc Thomas Ferring, chargé de mission hydrogène au sein de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, vous présenterai le second appel à projet qui s'appelle Écosystèmes territoriaux hydrogène et qui, lui, vise les technologies matures pour déployer et massifier les écosystèmes territoriaux sur le territoire régional. Oui, merci Thomas. Donc, je me présente rapidement. Je suis Clément Ackermann. Je travaille au programme d'investissement d'avenir à l'ADEME, notamment sur l'AP briques technologiques et démonstrateurs hydrogène que je vais vous présenter maintenant. Donc, peut-être en préambule, donc je vous ai mis dans les slides le lien vers la plateforme de l'AP. En gros, on a juste 10 minutes, donc j'ai essayé de faire passer les gros messages, mais vraiment n'hésitez pas à déposer des mails déjà à lire le texte de l'AP et aussi à nous contacter via la boîte mail de l'appel à projet. C'est également moi qui la gère et ce sera plus simple pour répondre à des questions parce qu'on a des outils effectivement qui sont assez puissants mais qui peuvent être complexes parfois à mettre en œuvre. Donc voilà, l'adresse de la boîte mail est également visible sur la slide et on peut commencer la présentation. Donc slide suivante, Thomas, si tu veux bien. Merci. Donc voilà, l'objectif de l'appel à projet, c'est vraiment, s'inscrit également dans les objectifs du programme d'investissement d'avenir. Donc c'est vraiment de financer et d'accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes permettant de structurer les filières et en l'occurrence, là dans ce cas-là, les filières hydrogène. En gros, le présent AP vise donc à deux grands volets. Dans son volet briques technologiques, qui vise à développer ou améliorer les composants et les systèmes liés à la production et au transport d'hydrogène et aux usages notamment, tels que les applications dans les transports ou la fourniture d'énergie. Et dans son volet démonstrateur, il vise à soutenir des projets de démonstrateurs, des pilotes ou des premières commerciales sur le territoire national, permettant d'accélérer le développement de nouvelles solutions mises sur le marché. Alors, je vois plus la slide, je suis désolé, ça s'est coupé. J'ai qu'un écran noir. Oui, on n'a plus les slides également. J'ai rien touché de mon côté. Je crains qu'on ne voit plus votre présentation. Est-ce Oui. que vous pouvez peut-être, Thomas, la repartager? Voilà. C'est bon, parfait. Parfait, c'est revenu. Merci. Voilà. Est-ce que tu peux remonter d'une slide? Oui, voilà. Et donc, du coup, les projets peuvent s'inscrire dans ces... Voilà les deux objectifs de l'AP. Et en gros, les solutions et projets recherchés en fait dans le cadre de cette AP sont donc d'une part des solutions qui doivent être innovantes par rapport à un état de l'art, avec des verrous techniques, économiques ou même de modes d'organisation à lever. Et alors... qui démarre avec des TRL de départ compris entre 4 et 5 et des TRL d'arrivée de 8 à 9. Alors pourquoi? Parce que, donc, comme peut-être certains d'entre vous le savent, ce programme d'investissement d'avenir, on intervient majoritairement. Donc déjà, c'est un programme qui utilise des aides d'État et qui n'intervient pas majoritairement en subvention, mais majoritairement en avances remboursables. Et comme la définition indique très bien, les avances remboursables sont là pour être remboursées. Donc on attend quand même, en cas de succès projet, donc on attend quand même que le projet ait une mise sur le marché à la fin, que la solution soit mise sur le marché à la fin du projet. Et donc c'est pour ça qu'on vise quand même des projets qui pourront avoir un TRL de 9 en fin de projet. Donc un volet innovant assez important qu'on regarde, qui est l'objet de cette AAP. En miroir, j'ai envie de dire, quand vous développez un projet et justement on vous accompagne sur ces
sur ce projet et sur ces pilotes, mais il faut également avoir une capacité technique, enfin une capacité financière, pardon, pour mener à bien ce projet. Donc la partie capacité financière et opérationnelle sera également regardée fortement avec l'évolution des capitaux tout au long du projet. Et en gros, la règle de base, c'est que pour 1 euro versé par l'ADEME sur le programme des investissements d'avenir, il faut que vous ayez le jour du versement l'équivalent en capitaux propres dans vos bilans, pour avoir justement pour partager le risque entre l'ADEME et les différentes parties prenantes du projet. Et donc du coup ces projets en fait, donc quels sont les buts recherchés par l'ADEME? Donc d'une part effectivement de développer des filières et de permettre d'avoir des retombées sur le territoire, aussi bien en termes d'emplois créés que de chiffres, que de valeur ajoutée produite sur le territoire français. Mais également on va chercher des bénéfices environnementaux en termes d'éco-conception, de réduction de CO2, d'économie matière et énergie sur les et donc naturellement pour que tout ça puisse avoir des effets d'entraînement suffisants, on va regarder donc la réplicabilité de la solution une fois mise sur le marché, vos scénarios prévisionnels dans les BP, et donc effectivement il faut que vous nous présentiez tous vos marchés, vos concurrents, dans quelle mesure vous allez pouvoir percer dans ces marchés, etc. Et comment vous allez pouvoir créer de la valeur sur le territoire. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, il y a 4 axes sur cette AAP. Donc vraiment, alors l'AAP est vraiment issu de l'AMI H2 qui a été lancé en mars. Donc, il a pour but de, enfin, il est très large. Donc vraiment, ne vous posez pas trop de questions sur est-ce que mon projet est éligible ou pas. A priori, vraiment, si c'est de l'innovation, c'est assez large. Et donc du coup, vous avez en gros 4 axes. Un premier axe qui est vraiment axé sur le développement de briques technologiques et de sous-systèmes, avec l'objectif de traiter des problématiques de réduction de coûts, d'amélioration de la fiabilité, de la durée de vie, de la sécurisation d'utilisation, de l'éco-conception et ou de la recyclabilité des différents composants en fait, qu'on peut trouver sur le secteur hydrogène. Un deuxième axe plutôt pilote et première commerciale dans le secteur des réseaux et des industries. Alors là, on va retrouver tout ce qui est injection, alors power to gas et injection d'hydrogène / méthane de synthèse dans les infrastructures gazières. On va également trouver des projets de conversion des infrastructures gazières existantes aujourd'hui en infrastructures permettant d'accueillir l'hydrogène. On peut trouver aussi des solutions innovantes de fourniture d'électricité décentralisée et également des usages de l'hydrogène permettant la décarbonation des industries. Un troisième axe qui est un axe lié à la conception et à la démonstration de nouveaux véhicules. Alors dans cet axe-là, vous retrouvez en fait toutes les innovations qui peuvent être liées à la mobilité, quels que soient les systèmes de mobilité. Ça peut être poids lourds terrestres, véhicules utilitaires, maritimes, ferrés également, off-road. Et donc là, on attend vraiment des projets permettant d'améliorer toute technologie hydrogène liée à la mobilité. Et enfin, le dernier axe qui est l'axe grand démonstrateur électrolyseur. Alors ici, on interviendra vraiment sur le soutien au CAPEX d'électrolyseurs de grande envergure, d'une puissance de plusieurs dizaines de mégawatts. On interviendra uniquement sur le CAPEX, donc il y a une partie OPEX à trouver de votre côté. Ça peut être aussi bien par la recherche d'autres fonds, on pense à l'Innovation Fund. Ça peut être également le soutien grâce à des mécanismes de soutien à la production, ou éventuellement si vous êtes dans des projets d'intérêt européen commun, enfin voilà, ça peut être également un guichet possible. Donc la vue globale du processus, donc l'AP est ouvert au fil de l'eau pendant 2 ans, donc vous pouvez venir n'importe quand avec votre projet, enfin y prendre contact avec l'ADEME. En gros, le principe général, c'est que vous nous contactez via via la boîte mail de l'appel à projet. Et on va rentrer dans un processus qui va durer de pré-dépôt, qui va durer un certain nombre de temps. Il y aura une phase de maturation, et une fois que vous avez déposé votre dossier, on va rentrer dans une phase d'instruction, présélection instruction qui va durer 3 mois, durant laquelle vous allez
passer devant différents comités. Enfin, le projet va être présenté à différents comités composés de différents ministères et qui vont rendre un premier avis de présélection, puis un deuxième avis de décision de financement ou non. Et si vous avez une décision positive, vous allez passer en phase de contractualisation qui va durer à peu près 3 mois. Et à l'issue de cette phase de contractualisation, donc un contrat sera signé entre les différentes parties prenantes du projet et l'ADEME et vous passerez en phase de suivi. Donc vraiment à ce stade-là, le premier réflexe, c'est prendre contact avec l'ADEME via la boîte mail de l'AP qui a été présentée sur la première slide. Au niveau des typologies de projets, on attend des projets d'un budget minimum de 2 millions pour les axes 1, 2 et 3 et de 5 millions pour l'axe 4. Alors, on peut être sur des projets collaboratifs ou monopartenaires. Là-dessus, on est très ouvert. Toutes les dépenses sont éligibles en termes, celles qui sont listées. On ne finance pas de tout ce qui est OPEX, ça par contre. C'est vraiment les financements ou alors on va dire de RDI sur le projet si vous utilisez le régime RDI, ou alors vraiment de CAPEX si vous êtes plutôt sur un régime d'investissement type LDE. On vous a remis également donc les taux d'aide par type d'entreprise, par caractère collaboratif ou non du projet, et par type de demande d'aide. Et 100% AR ou un mix AR subvention. Le choix de l'aide est vraiment à votre main, pour le coup. Vous choisissez d'être ou aidé en 100% AR ou de demander une subvention. Et effectivement, la spécificité aussi de cet AAP, c'est que vous avez un petit bonus pour les projets venant avec une aide européenne, déjà dans les ressources liées au projet. Attendez, hop. Un petit point mention spéciale aussi pour les organismes de recherche et les collectivités locales qui sont éligibles en tant que partenaires à ces projets avec des intensités d'aide dédiées. Donc voilà, au niveau des critères de sélection, je les ai un peu évoqués au début, je ne vais pas forcément les revenir en détail à chaque fois. Donc on retrouve des critères classiques de montage de projet et de pertinence de consortium. Le plan de financement qu'il va falloir nous justifier. Innovation, j'en ai parlé. Les impacts, les co-bénéfices environnementaux également, vous les retrouvez là. La réplicabilité de la solution, la pertinence des modèles d'affaires, pareil, encore une fois, on est sur des AR, donc nous on va chercher à ce que les projets aient des retombées et soient viables. Post-projet, on n'est pas là pour financer forcément des vitrines, donc voilà, il va falloir nous démontrer comment vous créez de la valeur en France, avec des impacts socio-économiques et environnementaux derrière. On peut passer à la slide suivante. Au niveau des modalités de remboursement, alors oui, peut-être point important sur les avances remboursables. Donc les avances remboursables, c'est quoi? C'est pas un prêt, clairement pas, faut pas le voir comme ça. Même s'il y a un truc qu'on appelle un taux d'intérêt ou un taux de remboursement, c'est pas un taux qui s'applique comme un taux d'intérêt d'un prêt. On est vraiment sur une aide qui vous est donnée, on vous donne 100. Le taux qui est indiqué, il est appliqué uniquement sur les 100 qui vous sont donnés, donc pas sur le nominal qui reste à rembourser d'une année sur l'autre. Donc voilà, si on vous donne 100 et que c'est un taux de 5, il va falloir rembourser 105 points. Et vous savez exactement ce que vous avez à rembourser en avance. Et ce remboursement se fait s'il y a succès du projet. C'est-à-dire qu'en gros, on est là pour supporter les risques. Donc, si un risque intervient en cours de projet et que le projet ne peut pas se faire et il y a un arrêt, cette avance remboursable est convertie en subvention, et vous n'avez pas à la rembourser. Donc, c'est un peu, alors qu'un prêt, vous le remboursez systématiquement. Et pareil, on est assez flex sur les modalités de remboursement. Donc, comment dire, ça peut être échelonné sur plusieurs échéances. Le but, c'est pas de mettre en difficulté les entreprises. Le but, c'est de permettre de lever les verrous et de lever les risques, mais s'il y a création de valeur, que cet argent puisse être retourné à l'État et puisse être utilisé pour aider d'autres projets. Donc voilà un petit peu. Donc je ne reviens pas sur les modalités. Remboursement 2 fois, 50-50. Les premiers taux qui aujourd'hui est à peu près en dessous à 0,7%, le deuxième qui est aux alentours de 3,7%. Et des nombres d'échéances qui peuvent être négociés avec l'ADEME durant la phase d'instruction. Pareil pour les modalités de remboursement sur chiffre d'affaires ou sur unité produite. Ok, donc je vais prendre la suite. Merci Clément pour ces éléments. Donc je vous présente le second appel à projet écosystèmes territoriaux qui concerne, je dirais, encore plus
les territoires. Vous retrouvez également le lien de téléchargement vers l'appel à projet sur la slide, et on vous encourage effectivement à poser vos questions sur l'adresse transmise, mais également à se référer aux directions régionales directement vers nous pour faire remonter les initiatives et les projets. Les objectifs, j'y reviendrai pas, mais en plus du fait de décarboner, c'est améliorer la qualité de l'air et valoriser les renouvelables. Il y a une vision de mutualiser les usages pour améliorer la rentabilité de l'écosystème, et avec un enjeu économique de consolider la filière française et tout simplement accompagner l'évolution de l'offre, et notamment en termes d'équipement mobilité, pour tirer la demande. Donc cet appel à projet vise la massification et le déploiement, et pas l'innovation, vous l'aurez compris. Il prend en compte les nouveaux écosystèmes territoriaux, mais également ceux qui pourraient être consolidés, et dans ce cas, l'extension de l'écosystème doit être supérieure à 30 tonnes par jour. Alors pour ceux à qui ça parle pas, 30 tonnes par jour d'hydrogène, ça correspond à la consommation de 8 véhicules lourds et une centaine de véhicules légers. Et par écosystèmes territoriaux, donc, on entend bien les équipements à la fois de production et de distribution, mais également d'usage, et qui seront de préférence de deux types, de plusieurs types, mais notamment usage mobilité et industriel. Je reviendrai sur ce point-là. En termes de production, donc seule l'électrolyse est éligible, avec une technologie mature de type PEM ou alcalin, et on a une gamme de puissance qui est fléchée entre 1 et 20 MW électriques. La limite haute à 20 MW électriques fait la jonction simplement entre les deux appels à projet. Je vais m'attarder en revanche quelques minutes là sur la limite basse à 1 MW électrique. Donc là encore, ceux pour qui ça ne parle pas, ça représente la consommation annuelle d'environ 400 véhicules légers qui parcourent 30 000 km par an. Alors bien, le véhicule léger n'est pas une cible ADEME pour des raisons de compétition de filière avec les véhicules électriques. On cible plus des véhicules lourds, mais pour autant, si on fait la conversion, on va rester sur une quantité assez significative. L'idée, c'est de bien pouvoir, en collaboration notamment, comme le disait Karine, avec le conseil régional, on est en train de co-construire des outils pour à la fois bien flécher les réflexions et les projets, pour éventuellement tenter de mutualiser ces réflexions lorsque la logistique de mutualisation est possible, et si elle ne l'est pas, d'orienter vers d'autres partenaires financiers éventuellement. Et donc cette limite fixée à 1 MW électrique, l'objectif, c'est de rendre nos aides les plus efficientes possibles et la filière la plus compétitive possible, avec un prix cible de l'hydrogène à usage, là on est à usage mobilité, égal ou inférieur à 9 euros du kilogramme. En tout cas, on a cet élément-là comme prioritaire. Il faut que plus de 50% des usages soient identifiés et sécurisés 2 ans après la mise en service de l'électrolyseur, et que les 50% restants soient largement argumentés et détaillés. En tout cas, la stratégie pour les atteindre soit détaillée. On donne un avantage et une bonification à hauteur de 10% des aides lorsque l'électricité est renouvelable, alors à savoir directement raccordée à un parc renouvelable, qu'il soit éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, ou alors que l'énergie soit renouvelable et bénéficie d'un contrat d'achat à long terme et bénéficiant de garantie d'origine. Donc ça, c'était pour les aspects production, distribution. Sur les aspects usage, l'usage industriel et notamment process n'est pas accompagné. Alors l'électrolyseur le serait, sous réserve de critères, mais pas l'aspect modification de process. Et sur les usages en mobilité,
Donc vous avez la liste des équipements qui sont accompagnés. Donc les véhicules utilitaires bus 12 mètres et bennes à ordures ménagères, les véhicules plus lourds type bus 18 mètres, autocar, camion, sachant que pour ces équipements-là, le rétrofit est accepté. On parlera des dates de dépôt des appels, enfin de l'appel à projet, mais le rétrofit sera accepté pour les 2 premières dates de clôture, en laissant la place aux véhicules neufs pour la dernière date de clôture, ce qui, on l'espère, permettra d'asseoir une filière, là encore, française. Donc les bateaux côtiers pour une aide inférieure à 1 million d'euros. Et voilà, il y a une importance de décrire bien le besoin et la nécessité d'avoir un usage de l'hydrogène sur ces véhicules-là. Comme troisième et dernier usage, l'usage stationnaire, je ne développe pas hein, les usages stationnaires pour les zones non interconnectées parce qu'on n'est pas concerné en région. En revanche, l'aspect bateau à quai est directement concerné et quelques usages type chantier BTP ou tout ce qui est groupe électrogène par exemple, actuellement utilisé pour l'événementiel. Les critères de sélection maintenant, critères environnementaux évidemment et l'appel au renouvelable. Un critère d'usage, hein, on insiste sur ce point-là, mais effectivement, il faut que le recours à l'hydrogène soit pertinent par rapport à d'autres solutions. Alors pour des raisons d'autonomie, de disponibilité et de charge utile, etc. Un aspect relatif donc aux critères consortium et notamment l'implication de la collectivité est fortement appréciée. Alors que ce soit pour les usages mobilité par exemple, mais également dans le développement et le portage de projets. Un aspect filière et un critère d'efficacité, j'en ai parlé, de l'aide publique avec le prix de l'hydrogène au kilogramme. On accompagne sur cet appel à projet les investissements sous forme d'une subvention. On est bien sur une logique de surcoût, d'accompagnement sur un surcoût par rapport à une solution de référence. Alors pour en dire quelques mots, solution de référence pour les usages industriels, on est par exemple sur le réformeur de méthane pour une puissance équivalente, et pour des usages mobilité plus une raffineuse de pétrole sortie gasoil. Donc on accompagne sur les surcoûts et les taux d'aide qui sont transmis ici sont des taux d'aide maximum. On a également une vision sur une analyse économique globale et adaptée en fonction du besoin de chaque projet. Donc, concernant les équipements de production, accompagnement au maximum de 25 à 45%, inversement proportionnel à la taille de la structure porteuse et avec un bonus de 10% si recours au renouvelable. Et pour l'aspect véhicule, de 35 à 55%, également inversement proportionnel, avec quelques exceptions près que je ne développerai pas. Donc voilà, 3 dates de clôture pour le dépôt, la première étant le 17 décembre. Donc on aura plus de visibilité sur ce moment-là. Et après, on a effectivement un dépôt avec les pièces techniques, administratives, économiques à fournir. Et surtout, comme je le disais précédemment, en amont du dépôt, on vous encourage à faire connaître vos initiatives auprès de tous les partenaires financiers dont l'ADEME, que ce soit au siège ou en direction régionale, pour qu'on puisse flécher au mieux, relativement en amont du développement, les orientations. Simplement, pour conclure, les grands principes des 2 appels à projets, donc 350 millions d'euros de budgétisés pour l'appel à projet briques technologiques, 275 millions d'euros sur le territoire national pour l'appel à projet écosystèmes territoriaux, avec pour le brick technologique, un accompagnement qui prend obligatoirement et qui intègre les avances remboursables et qui est positionné sur l'innovation. Et sur le second, écosystèmes territoriaux, accompagnement sous forme de subvention et 3 dates de clôture principales. Donc voilà dans les grandes lignes. Merci de nous avoir laissé présenter nos appels à projets, et puis on peut répondre aux questions soit via le chat, soit via des sollicitations par mail.
Merci beaucoup Clément et Thomas. Surtout merci à vous de nous avoir présenté en détail ces dispositifs. On sait que l'exercice était compliqué de contraindre tout ça en termes de temps, mais en tout cas, je pense que tout le monde a compris les grandes lignes de tout ça. Alors justement, Faya, en termes de questions sur le chat ou d'observations, tu as peut-être des choses à remonter? Oui, tout à fait. Merci Clément et Thomas pour votre présentation. Première question qui remonte du chat, qui concerne en fait les prix de distribution de l'hydrogène qui seraient considérés dans le cadre de ces deux appels, de l'appel à projet écosystème H2. Typiquement, est-ce que les prix considérés sont hors taxe ou toute taxe comprise? Alors, j'imagine que la question est relative aux 9 euros du kilogramme. Alors, c'est un prix cible indicatif, on va dire, à la pompe. Hein. Donc, voilà, il y a une appréciation qui sera faite de manière globale pour chaque projet. On est bien sur, pour répondre précisément à la question, hein, sur un aspect TTC. Mais voilà, c'est une appréciation. Et encore une fois, ça vise la compétitivité, tout simplement. Donc voilà, il y a une analyse plus globale à faire, mais on est effectivement sur une appréciation via ce prix cible. Parfait, merci beaucoup. Et une deuxième question me concernant, est-ce que pour les projets qui seront candidats aux deux appels à projets ADEME, est-ce qu'il est considéré ou est-ce que ce serait un avantage d'avoir une labellisation voilà, qui serait proposée par un pôle de compétitivité? Vu qu'en région, on a quelques pôles de compétitivité qui sont actifs sur l'hydrogène, Aerospace Valley, ID4CAR, S22, Avenia. Est-ce que le principe d'une labellisation peut être un avantage pour les projets qui seront proposés aux candidats à l'appel à projet, aux appels à projets, pardon? Oui, ouais, alors effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais les pôles de compétitivité savent comment on travaille, savent un petit peu nos attentes et franchement bossent très bien. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez besoin d'accompagnement pour le montage des projets, pour en savoir plus sur les informations à mettre dans les annexes, etc., à vous rapprocher d'un pôle de compétitivité sur vos sujets. Et effectivement, quand un projet est labellisé, nous, ça ne veut pas dire qu'il a automatiquement un financement, clairement, mais c'est un plus, c'est quelque chose qu'on regarde. Mais en fait, je pense que le vrai avantage, c'est surtout sur l'aide à la structuration et à la rédaction du projet, où les pôles de compétitivité, pardon, vraiment apportent vraiment un plus. Parfait, merci pour la réponse, Clément. Donc, Laurent, c'est bon pour moi en tout cas. C'est bon pour toi. Peut-être que Clément et Thomas, vous pouvez peut-être reprendre le fil de discussion pour qui a émergé pendant des questions qui ont émergé pendant votre présentation pour pouvoir peut-être apporter des réponses, transmettre les liens, etc., etc. Donc, merci encore Clément et Thomas pour ces précisions. Alors, on va finir notre parcours dans les dispositifs et dans les initiatives. Donc, on est parti du cadre régional, on est remonté vers le cadre national et bien maintenant, on va passer la main à l'équipe Europe de la région qui mène une veille active sur ces sujets hydrogène au niveau européen. Donc, Sylvia et Stéphane, on va vous passer la main. Peut-être que les équipes de l'ADEME, vous pouvez arrêter le partage de votre écran pour que Sylvia puisse partager son écran et vous permettre d'avoir accès à ces initiatives au niveau européen. Sylvia, Stéphane, on vous laisse la main dans le timing imparti. Merci. Bonsoir à tous. Alors, on va vous présenter brièvement la stratégie européenne et les réseaux qui vont nous aider à bâtir des projets européens, à trouver des financements européens. La stratégie européenne de l'hydrogène, elle s'est bâtie dans le cadre du Green Deal. Un mot sur le Green Deal, ou plutôt 3 mots pour savoir à peu près ce que c'est, parce qu'on entend beaucoup parler. C'est, depuis décembre 2019, la volonté de la Commission d'accélérer le tir. Il y a le caractère d'urgence. Elle veut passer maintenant à un objectif de réduction des gaz à effet de serre, neutralité climatique en 2050, ce qui revient à moins 55% de gaz à effet de serre en 2030. C'est très ambitieux. C'est aussi un caractère global, le Green Deal, c'est-à-dire que l'environnement, l'énergie et le climat sont maintenant des politiques liées et que tous les dossiers européens
regarderont également le respect des stratégies de biodiversité, le respect des normes de pollution, eau, air, déchets, normes chimiques. En dernier lieu, c'est un nouveau fléchage des investissements. La Commission a établi en juin une nouvelle taxonomie, c'est-à-dire une classification des investissements financiers publics et privés pour dire ça c'est vert, ça c'est bas carbone, ça l'est pas. Et ça jouera également sur les fonds eux-mêmes de la Commission et de la Banque européenne d'investissement. C'est là-dedans, dans cette dizaine de textes qui ont déjà été présentés cette année, que s'inscrit la stratégie hydrogène, qui est une stratégie industrielle. Le mot est fort pour la Commission. C'est vraiment la volonté maintenant de mettre les acteurs industriels autour de la table. Qu'est-ce que c'est le marché en Europe? C'est au moins 280 entreprises, dont 60% d'entre elles sont des PME, de moins de 250 salariés. La volonté de la Commission, son objectif premier, c'est bien développer l'hydrogène propre. Elle voit le délestage possible de la production d'électricité issue de l'éolien et du photovoltaïque, mais en même temps, elle constate que cet objectif ne pourra pas être fait de prime abord. Donc, elle devra d'abord la mise en place d'un soutien à l'hydrogène bas carbone. Et ces emplois locaux et ces chaînes de valeur vont être exploités dans tous les pays avec des objectifs chiffrés qu'on voit dans la slide suivante. Dès 2024, la Commission souhaite avoir 6 gigawatts produits dans l'UE et jusqu'à 1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable. Là-dessus, elle s'appuie sur au moins 100 mégawatts d'électrolyseurs. Elle envisage également, à l'orée 2025-2030, près de 40 gigawatts. Sur ces 40 gigawatts, 10 seront allemands, ce qui correspond à 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable. Et c'est seulement en 2030-2050 qu'on envisage l'hydrogène à grande échelle. On passe d'une période 2030-2050 d'une évolution faite sur les vallées d'hydrogène, sur une très forte croissance des énergies renouvelables dans le mix électrique, à un fonctionnement complètement lié avec l'hydrogène. Pour cela, tout le long de cette période, il y a un gros rôle normatif de la Commission à essayer d'établir une terminologie précise, un dispositif de certification et à pousser ces investissements verts que je mentionnais. Dans le slide suivant, on voit que cette stratégie n'est pas née par hasard, elle est aussi liée aux démarches de chacun des États. Je ne détaille pas, mais on voit les Pays-Bas, bien sûr, Rotterdam a un gros pôle et une vallée de l'hydrogène. L'Allemagne, le plus ambitieux, 9 milliards d'euros prévus depuis juin. L'Espagne, qui vient de se déclarer il y a près d'un mois, 1,5 milliard. On sait que l'Aragon et Valence sont très avancés sur l'hydrogène. Et au Conseil, c'est-à-dire au Conseil des ministres qui parlent entre États à Bruxelles des propositions de la Commission européenne, là, on voit déjà un petit affrontement entre les pays de l'hydrogène vert, l'Autriche, le Danemark, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne qui préfèrent donc un hydrogène fait à partir de renouvelables, et ceux qui préfèrent un hydrogène gris ou bas carbone, c'est-à-dire issu du gaz ou du nucléaire. Et là, on retrouve la France, l'Allemagne, la Roumanie et la Bulgarie. Pourquoi est-ce qu'on vous situe ces pays et ces feuilles de route? Parce que ce sont des partenaires, et une partie de notre travail avec Sylvia, qui vous montrera les slides suivants, c'est de trouver dans des réseaux les partenaires qui nous permettent de monter des projets européens. Alors, de quel réseau on parle? Voici les 3 réseaux les plus importants. L'Alliance européenne, c'est-à-dire le projet d'intérêt commun européen que mentionnait notre collègue de l'ADEME, qui est l'équivalent d'un Airbus, c'est-à-dire qu'on a vraiment la présence très forte des États, des grosses industries, pour arriver à monter des investissements majeurs et lutter contre la concurrence internationale qui se fait de plus en plus forte, aussi bien sur le domaine des batteries, il y a une alliance des batteries, que sur le domaine de l'hydrogène. Ensuite, le partenariat interrégional, on veut dire entre régions d'Europe, entre conseils régionaux. Il y en a plusieurs en français qui seront dedans, on vous montrera la carte. Et on travaille ensemble pour utiliser du FEDER, de la politique de cohésion, pour monter des projets. En dernier lieu, le partenariat public-privé européen FCHJEU, qui va s'appeler très prochainement Clean Hydrogen, vise, lui, à définir la politique européenne, le programme de travail en matière de recherche, projet de recherche et démonstration. Nous sommes présents dans ce réseau-là, ce qui nous permet de savoir à l'avance ce qui se prépare un peu, d'essayer parfois de l'influencer, d'y faire intervenir nos partenaires, et nous organisons des réunions en ce sens. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le camembert du budget européen, en gros, il faut avoir en tête que si un tiers part à la PAC, un tiers part au fonds qu'on peut viser par ce partenariat Hydrogène Vallée dévolu aux régions, et le dernier tiers, c'est ce qu'on appelle les programmes, comme Horizon 2020, Horizon Europe. Ce sont des consortiums de plusieurs partenaires qui doivent réussir des appels à projets européens, c'est-à-dire des concours européens. Et plus on détermine en amont ces partenaires, qui sont dans les pays que je vous ai mentionnés précédemment, plus on pourra s'inscrire dans ces projets.
Alors, Sylvia va vous décrire, dans un premier temps, le détail de ces réseaux dans lesquels on est présent, et dans un second temps, le détail même des programmes européens dans lesquels nous pourrons nous inscrire. Merci Stéphane. Donc, en ce qui concerne l'Alliance pour l'hydrogène propre, elle a été lancée par la Commission européenne en juillet 2020, au même moment de la publication donc, de la stratégie européenne de l'hydrogène. Et cette alliance vise même à mettre en œuvre la stratégie européenne de l'hydrogène. Elle identifiera donc les besoins technologiques, les opportunités d'investissement et les obstacles réglementaires liés à l'hydrogène. L'objectif ultime est celui de créer une série de projets d'investissement à grande échelle au niveau européen dans le domaine de l'hydrogène propre, mais aussi renouvelable et bas carbone. L'idée est vraiment celle de créer un projet important d'intérêt européen commun sur l'hydrogène, donc faire en sorte que certains projets identifiés par l'Alliance puissent ensuite être labellisés et avoir ce statut de PIEC sur l'hydrogène. À titre d'exemple, la France a évoqué dans son plan national sur l'hydrogène que 1,5 milliard d'euros sera ciblé à destination de ce PIEC sur l'hydrogène. Concernant les membres de l'Alliance pour l'hydrogène propre, à l'heure actuelle, on compte environ 800 membres, dont plus de 500 industriels. Un certain nombre parmi eux sont implantés en région, ainsi que d'autres sont des acteurs français, comme vous pouvez le voir sur le slide. Il y a aussi une cinquantaine d'autorités publiques, dont les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Occitanie et Normandie, des instituts de recherche, des organisations de la société civile, des institutions financières et d'autres organisations de type. Ah, Sylvia, peut-être un problème de connexion. Stéphane, tu es toujours là, toi? Oui. Tu peux peut-être prendre la main le temps que Sylvia... Oui, si tu peux remettre le document en ligne. Je vais recharger le document. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Je crois que Sylvia est revenue. Sylvia est revenue. Voilà, on en était là. OK. Bon, je te laisse continuer, Stéphane, peut-être? Oui. Un instant avant que Sylvia reprenne. On a souligné sur la droite, justement, parmi tous les acteurs, beaucoup de secteurs sont présents, et en particulier les ports membres. Et là, vous retrouvez, avec leur structuration juridique différente, privée ou publique selon les pays, les principaux ports d'Europe intéressés par la démarche, soit parce qu'ils sont déjà en train de produire de l'hydrogène fatal, de l'hydrogène gris, soit parce qu'ils ont vraiment des volontés de développer sur de nouvelles modalités comme le cabotage, de l'hydrogène propre. Peut-être tu peux passer à la slide suivante qui vous explique, mais très très rapidement, que c'est vraiment une structuration de haut niveau. Le mot important en fait à retenir ici, c'est hydrogène forum. Parce que on pense que par ce biais-là, la Commission va permettre de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires industriels et de pouvoir faire un lobbying non seulement en Europe auprès des gouvernements, mais également au niveau international. Je te propose de passer à la suivante. Ici, vous avez le partenariat interrégional Hydrogène-Vallée. Alors là, c'est ce que suit précisément Sylvia. Je suis désolé de parler à sa place. C'est-à-dire que c'est chaque région française et européenne, dans son budget, utilise ce qu'on appelle la politique régionale, la politique de cohésion, le FEDER, et par ce biais établit des spécialisations. Et nous avons établi une spécialisation sur l'énergie, dans le cas de Déoterra notamment, et il y a cette possibilité de bâtir des projets sur plusieurs régions contiguës. En l'occurrence, la plupart des régions françaises se sont positionnées sur l'hydrogène et on retrouve une partie des pays que je vous indiquais, c'est-à-dire beaucoup des pays espagnols, quelques länders allemands qui sont particulièrement avancés et le nord des Pays-Bas essentiellement, ainsi que nos collègues de l'Écosse qui pourraient rester associés à ce genre de priorités. Alors, avec eux, on est en train de bâtir des appels pour essayer de monter des projets en commun. En dernier lieu, on vous évoquait les opportunités européennes en matière de projets, c'est-à-dire
au sein du programme de recherche Horizon Europe, les appels de la FCJU nous permettent de cibler le programme de travail, les grands axes, et ensuite les appels qui sont déposés chaque année sur lesquels on va postuler. Est-ce que je peux te laisser la main, Sylvia, si tu veux un instant? Oui, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis désolée. On est sur le partenariat Clean Hydrogène. Ouais. Alors ça, c'est le tableau qui vient d'être fait dans le cadre de cette joint venture FCSGU pour donner les grands éléments d'orientation. On vous l'a mis délibérément en anglais parce que les projets européens, c'est toujours une participation en anglais, à l'écrit, à l'oral. Et en l'occurrence, c'est les grands axes de travail qui vont être ceux du programme de travail, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour les 7 ans à venir. Exactement, oui. Et on retrouve beaucoup des grands thèmes qui ont été évoqués, notamment dans l'appel de l'ADEME et dans l'appel de la région. Sylvia, je te laisse enchaîner. Oui. Donc ici, vous pouvez voir aussi des exemples de projets qui ont déjà été cofinancés par le partenariat FCHU pour la période 2014-2020. Donc il y a toute une série de thématiques qui couvrent l'entière chaîne de valeur de l'hydrogène, donc de la production au stockage à la distribution, en passant par les piles à combustible, les transports, le secteur énergétique, mais aussi l'éducation, la formation et les vallées de l'hydrogène. Concernant un autre type de financement, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe soutient des projets stratégiques d'infrastructures visant à développer des interconnexions européennes. Donc cette carte nous montre clairement différents réseaux corridors européens qui existent dans le domaine des transports. Et la Nouvelle-Aquitaine, donc la région est traversée par le corridor atlantique que vous voyez sur la carte en jaune. À titre d'exemple, le projet H de Bordeaux a été lauréat d'un appel à projet MIE dernièrement. Et un autre outil qui existe au niveau européen est le Fonds pour l'innovation. Donc cette semaine, la Commission européenne a lancé un appel à projet au titre du Fonds pour l'innovation, qui est vraiment l'un des plus importants programmes européens pour la démonstration de technologies innovantes à faible intensité de carbone. Et les projets qui peuvent être éligibles au titre de ce fonds, ce sont des projets donc innovants, suffisamment mûrs, donc pouvant aussi entraîner une réduction significative des émissions de carbone dans les domaines suivants. Donc l'hydrogène est véritablement pris en compte. Voilà donc les prochaines étapes. Donc concernant, malheureusement on n'a pas beaucoup de détails concernant les appels à projets, mais parce qu'en fait ils n'ont pas encore été lancés et en plus le partenariat européen Clean Hydrogen n'a pas encore été officiellement lancé. Donc on en saura plus sûrement à partir du mois de janvier-février, mais idéalement, les premiers appels à projets devront être lancés en printemps-été 2021 en ce qui concerne le programme de recherche et innovation Horizon Europe. Et en ce qui concerne le programme MIE, les premiers appels à projets seront lancés en mars-avril 2021. Et vous pouvez trouver plus de détails donc, en consultant les liens suivants. Et notamment, je vous invite à consulter le tout dernier lien concernant l'appel à projet du fonds pour l'innovation. Et merci pour nous avoir écoutés. Et avec Stéphane, nous restons bien sûr à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a bien voyagé en partant évidemment de la région Nouvelle-Aquitaine avec ces dispositifs et en passant par les dispositifs nationaux. Et donc là, on a vu un peu les initiatives régionales. Donc, tout ça nous donne grosso modo une boîte à outils et vous donne une boîte à outils à acteurs de Nouvelle-Aquitaine, que vous soyez industriel, laboratoire, que vous ayez des briques technologiques ou des développeurs de projets. Alors, la question maintenant à se poser, c'est comment
comment vous pouvez faire pour travailler ensemble, pour monter des projets et peut-être pour vous rencontrer, pour travailler. Peut-être que Faya, tu peux présenter un peu tes actions, le cluster énergie et stockage et les outils et le rôle de facilitateur qu'on peut avoir pour connecter les acteurs aux uns aux autres en région Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils puissent monter des projets. Faya, je te passe la main. Très bien, merci Laurent. Donc, je vais tâcher de partager ma présentation en espérant que ça marche cette fois-ci. Sinon, bon, Laurent, je compte sur toi pour faire le backup. Je m'en occuperai, t'inquiète pas. C'est bon, tu y arrives, Faya, ou tu veux que je m'en occupe? Si vous n'avez rien à l'écran, là, c'est que j'ai toujours le même bug. Donc, ouais, ça m'arrangerait que tu prennes la main, si possible. Allez, vas-y. Je vais partager ça avec... Les joies du direct. Désolé. Les joies du direct. Peut-être en attendant, Faya, tu peux prendre quelques questions, quelques remontées, ouais. Si tu veux bien. Bien sûr. Alors, Gilles. Oui, en fait, il y avait une question qui concernait le potentiel cumul d'aide de subventions au niveau des appels à projets régionaux, nationaux et européens. C'était pour savoir s'il y avait une sorte de montage qui était possible visant à cumuler ces différents niveaux d'aide. Voilà, donc je ne sais pas si à ce niveau-là, Thomas côté ADEME ou Karine pour la région ont un éclairage à apporter. Je peux commencer peut-être, Faya, juste pour une raison, c'est que souvent les appels européens fournissent très peu de moyens de compléter des projets déjà financés sur place, parce qu'ils ont des critères très précis. D'accord. Alors, si on parle des programmes, tout ce qu'on évoquait avec FCHJU, Hydrogène Europe, c'est essentiellement des concours, et là, il faut respecter d'abord les critères européens, et on peut abonder avec des financements nationaux. Donc, la stratégie du millefeuille sur les projets européens ne marche pas, c'est l'inverse. Pour répondre, Thomas Ferrin-Cadem, là, sur l'aspect cumul région et système national ADEME, les deux partenaires financiers, et puis c'est le cas dans nos appels à projets, on stipule bien d'avoir une prise de connaissance préalable des projets justement pour les flécher au mieux et bien les orienter. Et on insistera d'ailleurs d'autant plus pour afficher clairement dans les appels à projets nationaux, voilà, le partenariat avec la région et la transparence vis-à-vis et la transparence et l'absence de confidentialité quant aux informations transmises. Donc, ce point-là, il semble essentiel. Après, encore une fois, on réfléchit sur un outil commun qui est l'analyse économique. Donc voilà. Après, à nous d'être complémentaires. Donc, je peux, pour répondre à cette question, je peux que encourager de nous solliciter relativement tôt et généralement on l'est par des études des demandes d'études de faisabilité, d'études prospectives, etc. Donc voilà. Très bien, merci Thomas. Ta réponse. Donc, merci Laurent, je te laisse donc dérouler les slides. Donc, concernant en fait la filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, en fait, Gérard l'a très bien souligné précédemment, c'est qu'elle se caractérise d'abord par une force importante en termes de recherche et de développement technologique. Donc voilà, des acteurs de la recherche fondamentale ou technologique, des développeurs de techno, des intégrateurs. Et on a également un certain nombre de développeurs de projets qui sont fortement mobilisés et qui sont engagés pour développer des initiatives en région.
Et donc, cette filière hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, elle s'appuie également sur un certain nombre de collectivités donc, qui travaillent à développer des écosystèmes locaux hydrogène et qui, plus largement, travaillent à construire une vision globale autour de l'hydrogène de façon à pouvoir répondre à des enjeux, évidemment, de transition énergétique, mais également de développement économique et d'attractivité des territoires. Et parmi les exemples, hein, enfin, ceux qui sont un peu moteurs en région, on va dire, on a le territoire d'industrie Lac-Potarbe, la collectivité le Grand Angoulême également, et la communauté d'agglo de La Rochelle, voilà, qui sont assez moteurs et qui aujourd'hui bénéficient d'ores et déjà de projets hydrogène bien identifiés, donc, opérationnels pour ce qui est des bus de Pau et en cours de développement pour La Rochelle et Angoulême. Donc, en fait, la cartographie qui a été présentée, hein, que ce soit pour les acteurs ou pour les territoires, elle n'est pas exhaustive, évidemment. Donc, pour tous les acteurs qui ne se seraient pas vus sur les slides, et qui souhaiteraient apparaître, hein, donc, je vous invite à me contacter et donc je me ferai une joie de vous rajouter à la cartographie qui a été présentée. Et donc, en ce qui concerne l'animation de la filière, hein, donc, ce qui est le rôle du cluster énergie et stockage, vous avez bien compris que le développement de l'hydrogène en région concerne finalement toute typologie d'acteurs, des industriels, des entreprises, mais également des collectivités, des acteurs de la recherche, etc. Et nous, notre rôle, c'est d'inscrire l'ensemble de ces acteurs dans une même dynamique, quelque part être une sorte de trait d'union de façon à ce que tous ces acteurs-là puissent converger vers des objectifs communs. Et donc, pour ce faire, on travaille, voilà, on a quatre axes de travail. Donc, le premier, bien évidemment, concerne l'accompagnement des acteurs, qu'ils soient de la recherche ou des entreprises, sur leurs projets d'innovation. Donc, projets d'innovation qui peuvent être bien évidemment individuels ou collaboratifs. Notre deuxième sujet, c'est cartographie des compétences, c'est-à-dire de bien comprendre les compétences, les savoir-faire dont disposent les acteurs qui sont les acteurs aujourd'hui impliqués dans la filière de l'hydrogène, de façon à être capable d'identifier les opportunités de partenariat ou de collaboration qui pourraient faire sens. Sur ce point-là, on aime souvent dire que notre rôle, c'est de donner la bonne carte de visite à la bonne personne au bon moment, quoi. Ensuite, côté collectivité, notre rôle ou notre action, elle va viser à soutenir l'émergence d'écosystèmes d'innovation. Donc, on travaille avec des acteurs dans la définition de leur vision ou encore sur le soutien de projets concrets, hein, donc, voilà. Et enfin, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on travaille à animer cette communauté d'acteurs de l'hydrogène au travers d'événements de façon à faire, déjà à créer des interactions au sein de la filière entre les différents acteurs et quelque part avoir cette fonction d'agitateur d'idées voilà, de façon à créer des conditions favorables pour l'émergence de projets. Donc, pour finir, en fait, et pour tracer une perspective à court terme, et donc en cohérence avec les différents appels à projets qui ont été présentés, et donc on a identifié 3 axes de travail. Donc, le premier concerne en fait la cartographie des compétences en termes de recherche au niveau régional, cela dans le sens de quelque part orienter des compétences aujourd'hui qui sont fortes et qui existent en région, les orienter en fait vers une demande des industriels, que ce soit au niveau régional, donc avec des acteurs qu'on connaît déjà, ou plus largement au niveau national, voire européen. Et donc, on va certainement lancer une étude un peu dans l'idée de ce qu'a réalisé la région Occitanie, pour ceux qui ont suivi. Et dans cette suite-là, on prévoit également d'organiser un événement donc, dédié à la recherche qui rassemblerait donc, des acteurs académiques ou des centres de recherche techno et des industriels. Donc, on vous communiquera plus d'informations là-dessus prochainement. Deuxième sujet, c'est connecter les acteurs industriels de la filière au nouveau marché de l'H2. Donc, on parle évidemment de mobilité lourde, écosystème, projet de territoire. Et donc, on est en train de travailler sur une série, sur un programme en fait
webinaires thématiques qui auront lieu en janvier 2021. Et donc, on vous communiquera prochainement un programme détaillé avec plus précisément les webinaires qui seront visés, en fait, les parts dans les thématiques qui seront visées. Et l'idée, c'est de poser de façon précise les enjeux technologiques et marchés associés aux différentes thématiques évoquées, et également d'impulser, de lancer des groupes de travail par thématique, donc qui pourront permettre de mobiliser des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, de façon à pouvoir préfigurer des projets structurants pour la filière. Troisième sujet, accélérer l'émergence d'écosystèmes d'innovation territoriaux. Donc là, on va un peu s'inscrire dans la logique de ce qu'on a réalisé à Angoulême en début d'année sur les étapes de l'innovation pour ceux qui ont participé à l'événement. Donc l'idée, c'est de travailler de façon plus locale avec les collectivités dans l'idée de créer de l'animation et dynamiser quelque part un peu dynamiser les écosystèmes en local de façon que chaque collectivité puisse finalement s'emparer du sujet et créer une dynamique. Dans ce sens-là, on a prévu du coup de créer une sorte d'hydrogène tour 2021. Le nom n'est pas fixé, hein, c'est juste pour donner une idée. Et l'idée, donc, ça va être de travailler sur une série d'événements, mais travailler en local. Et donc, dernier point que Karine a déjà évoqué, hein, c'est l'idée de proposer un processus d'accompagnement efficace aux porteurs de projets donc, qui se manifesteront. Et donc, l'idée, ça va être de travailler une collaboration proche, effective, entre la région, et les services de la région, l'ADEME et nous, évidemment, ADI. Et voilà, donc pour conclure, en fait, si vous avez aujourd'hui une idée ou un projet dans les tuyaux, vous pouvez nous contacter, donc, que ce soit Gérard, donc, qui s'est exprimé précédemment, moi, ou encore Gilles, qui fait partie de l'équipe de Karine et qui aujourd'hui qui sera l'opérateur en charge de l'appel à projet hydrogène régional. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Faya. Donc, un programme d'animation qui permet de connecter un peu les acteurs entre eux pour monter des projets. Je précise juste quelque chose. Tu as parlé d'une partie de webinaire en début 2021. J'en profite pour annoncer aussi le cycle de webinaire de l'AT2E qui consacre une série de webinaires dans les jours qui arrivent. Vous avez tous dû les voir passer et sur lesquels la région, l'ADEME et ADI et le cluster énergie et stockage sont partenaires de ces webinaires. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour complet à la fois des cadres, à la fois des dispositifs. On peut peut-être, si Françoise Coutan est encore là, peut-être vous, Françoise, vous laissez le mot de la conclusion pour conclure cette séance de travail et puis nous refixer un peu le cadre d'intervention. Je n'étais pas préparé, mais je vous passe la parole, Françoise. Écoutez, moi j'ai écouté certaines choses que je connaissais déjà. Donc, la feuille de route et l'appel à projet, j'avais quand même regardé ça de près. En revanche, les appels à projet de l'ADEME, je n'en avais que les contours, donc c'était intéressant d'avoir ces éléments-là. Moi, qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui pour conclure, qu'on a vraiment du travail à faire et à faire ensemble, et que aussi, comment dire, volontaires soient les élus de la région, les services de la région, l'ADI, le cluster. Évidemment, il faut que chacun prenne sa part dans ces objectifs que la région Nouvelle-Aquitaine a souhaité se donner. Et puis c'est que par la co-construction que nous y arriverons. Et puis, je me suis rendu compte après, quand Gérard a parlé, qu'il y a un mot que j'utilise tout le temps et que je ne sais pas pourquoi ce soir je ne l'avais pas utilisé, c'est la question d'appropriation. Alors, ça vaut pour l'hydrogène et ça vaut pour plein d'autres sujets. Je crois qu'il faut ne pas faire l'impasse sur ces questions d'appropriation, des acteurs évidemment, mais là, je crois que on est tous convaincus, ou presque,
mais aussi de la population et des citoyens par rapport aux projets que nous montons sur le territoire, que ce soit de production d'hydrogène, d'infrastructures d'hydrogène ou de modification des usages au sein des territoires, puisque l'hydrogène peut répondre à un certain nombre d'usages infrarégionaux forcément intéressants. Voilà, donc merci à tous de votre implication là-dedans enfin sur ce sujet-là en tout cas. Et puis au plaisir de poursuivre les travaux avec vous tous et toutes, parce qu'il y a quand même quelques filles malgré tout. Tout à fait, beaucoup même. Et c'est très bien, et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de clôturer cette séance de webinaire. Juste pour vous remercier beaucoup les intervenants, la préparation, le travail et la synthèse. Vous dire que les présentations vous seront adressées très rapidement pour que vous puissiez avoir les outils et qu'on en profitera aussi pour vous faire passer quelques questionnaires pour évaluer un peu le degré de maturité de vos projets et puis savoir comment la région, l'ADEME et ADI peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle de vos projets. Voilà. Merci encore à toutes et à tous et une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.
Ouais.